Bienvenue à l'immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis PDG d'MREX et également professeur au Collège MREX. Aujourd'hui, à l'immobilier déchiffré, on parle de cash flow. Alors, dans l'épisode précédent, on a parlé de cash on cash, donc de rendement sur liquidité ou de argent sur argent, de rendement sur argent. Et aujourd'hui, on prend la composante, si on veut, le nominateur de la métrique cash on cash. C'est-à-dire, on prend carrément c'est quoi notre cash flow et on va regarder c'est quoi les composantes de ce cash flow-là, pourquoi que ça devrait nous importer et comment on arrive finalement à ce résultat-là, à ce cash flow-là. Donc, c'est important de comprendre que le cash flow qu'on a ici, souvent, on va simplement l'appeler CF en lettres minuscules, juste pour sauver du temps, juste pour également être plus efficient dans le travail qu'on fait, autant dans des chiffres Excel, autant dans des rapports ou des analyses. Et il faut comprendre que le cash flow vient finalement de ce qu'on appelle les flux de trésorerie. Donc, et généralement, quand les gens ou les investisseurs immobiliers vont parler de cash flow, on a tendance à présumer qu'on va parler de cash flow positif, c'est-à-dire d'excédent finalement. Mais en réalité, le terme cash flow, si on le traduit comme il faut, ce sont des flux de trésorerie. Et des flux, ça peut finir du côté positif ou du côté négatif. On peut avoir finalement un cash flow qui est négatif, c'est-à-dire qu'on a un manque à gagner, on n'a pas assez d'argent même, qu'on est en déficit finalement. Alors, généralement, quand les investisseurs disent qu'on veut avoir du cash flow ou on veut avoir un immeuble qui génère du cash flow, c'est qu'on veut avoir un immeuble qui génère du cash flow positif, c'est-à-dire qui génère des excédents de trésorerie d'exploitation. Donc, ce qu'on appelle le ETE. Et d'ailleurs, si vous avez écouté le premier épisode, je m'en excuse grandement, j'ai mis une mauvaise abréviation, j'ai mis le EBE, l'excédent brut d'exploitation, qui est quand même assez différent de l'excédent de trésorerie d'exploitation. Voilà le côté, si on veut, anglophone de la chose. Je suis à la base anglophone et j'ai fait toutes mes études en anglais. Donc, je m'en excuse. Veuillez en prendre note aussi, très important pour ne pas vous induire en erreur. Le reste de la vidéo était parfait, tout était bon, mais effectivement, on parle bien du ETE, dans le cas du cash flow, divisé par la mise de fonds, quand on parle de cash on cash. On parle donc de ETE ou de surplus de trésorerie. C'est ça qu'on recherche, parce que parler juste de cash flow ou parler juste de flux de trésorerie, c'est pas si intéressant. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir des surplus, on veut avoir des excédents parce qu'on veut pouvoir avoir de l'argent finalement dans nos poches. Alors, une chose aussi à comprendre, c'est que quand on parle de cash flow positif ou de surplus de trésorerie, il y a deux choses à prendre en considération. Est-ce qu'on parle du brut ou on parle du net? Est-ce qu'on parle de cash flow positif à laquelle on a soustrait finalement nos impôts ou est-ce qu'on parle de cash flow positif avant finalement la facture fiscale? Et généralement, les investisseurs, on va parler de cash flow positif avant impôt. Pourquoi? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Écoute, on pourrait passer des heures et des heures là-dessus, mais ultimement, c'est plus une question de comparaison, étant donné que la plupart des autres types d'actifs, que ce soit immobilier ou financier, lorsqu'on mesure le cash flow qui est donné, soit la dividende finalement, parce que le cash flow est ultimement une forme de dividende ou un yield, comme on dit en anglais, finalement, bien, on ne traite pas encore l'impôt, étant donné que l'impôt est spécifique à chacun. Alors, on parle de surplus de trésorerie, de cash flow positif brut. Mais ça nous amène à un autre niveau aussi. Le niveau de ce que je vais appeler la rentabilité. Parce que dans le jargon de l'investisseur immobilier ou de la communauté de l'investissement immobilier, on va parler souvent d'un immeuble rentable et on va interchanger ça avec la rentabilité. Malheureusement, l'immobilier, ce n'est pas un domaine encore qui a rattrapé, si on veut, le domaine boursier.
c'est un domaine où la plupart des investisseurs n'ont pas une éducation poussée en finance. Et peut-être qu'au niveau de la terminologie, il y a certaines erreurs, certaines mauvaises habitudes. Quand on parle de rentabilité, généralement en finance, on parle de la rentabilité d'un projet. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un surplus par rapport à l'argent qu'on a mis dans le projet, l'argent qu'on a ressorti du projet. Et ça peut inclure, oui, le cash flow à chaque année, mais ça inclut également le profit de la disposition ou peut-être la liquidité qui provient d'un refinancement. Quand on parle de cash flow positif en immobilier multilogement et qu'on parle de est-ce qu'un immeuble est rentable, on ne parle pas nécessairement de la rentabilité d'un point de vue finance. Même que cette rentabilité-là, d'un point de vue finance, en immobilier, on va la communiquer plutôt sous forme de rendement global. C'est comme ça que les gens parlent en immobilier, c'est comme ça que les gens la comprennent. Et bien sûr, il y a des gens qui viennent du monde de la finance qui vont utiliser davantage le verbatim qui est propre à la finance et qui est plus, si on veut, encyclopédique. Alors, ici, quand on parle de rentabilité de finance versus immeuble rentable, c'est que quand on parle d'un immeuble rentable, on parle carrément de est-ce qu'il est rentable d'un point de vue d'année en année. On n'est pas en train de regarder l'ensemble du projet, la mise de fonds, la rentabilité d'année en année avec ce qu'on ressort, soit à la vente ou au refinancement, mais bien quand on parle d'un immeuble rentable, étant donné que historiquement, la plupart des investisseurs multilogements étaient des investisseurs qui utilisaient une stratégie généralement de type buy and hold, c'est-à-dire qu'on achète l'actif, on s'assoit dessus, on le maintient, puis on le garde pendant 10, 15, 20, 30 ans et plus. Ce qui importait pour la plupart de ces types d'investisseurs-là était est-ce qu'à la fin de chaque année ou à la fin de chaque mois, il y a un surplus qui fait en sorte que l'immeuble se paye et en plus, l'immeuble me met de l'argent dans mes poches que je peux utiliser pour soit aller réinvestir ailleurs ou soit pour financer mon mode de vie. Parce qu'on parle surtout de liberté financière ou de revenus, on va dire, passifs, malgré qu'on sait que l'investissement immobilier multilogement, ce n'est pas nécessairement une forme d'investissement qui est passif, à moins que vous êtes carrément un investisseur passif. Donc, très important à comprendre la différence entre rentabilité et un immeuble rentable. Quand on parle de cash flow positif, on parle d'un immeuble rentable. Ensuite, quand on parle d'un immeuble rentable et qu'on parle ultimement de cash flow positif, de surplus de trésorerie, on va ultimement parler de les revenus de location de l'immeuble, moins les dépenses, moins le service de la dette. Le service de la dette, c'est ton paiement hypothécaire. Et ce qu'on arrive à la fin, c'est le résultat, c'est finalement notre cash flow positif, ou bien sûr, ça se peut qu'il soit négatif également dans certains cas, quoique la plupart des investisseurs vont désirer avoir un immeuble finalement qui va être rentable. Or, à ce niveau-là, il faut comprendre également qu'on peut avoir finalement un immeuble qui est rentable d'un point de vue de cash flow, d'un point de vue du chiffre, du montant ici en argent de dollars, mais on peut avoir aussi un immeuble qui est, d'un point de vue relatif, moins rentable. Quand on prend justement la métrique dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, soit le cash on cash. Parce qu'on pourrait avoir deux immeubles finalement qui ont la même quantité de cash flow positif annuel, mais s'il y en a un qui a demandé une plus grande mise de fonds, bien, vous comprendrez alors que vous avez le même cash flow pour deux immeubles, mais il y en a un qui a un cash on cash qui est meilleur que l'autre. Donc, important à considérer, comme je le dis souvent, on n'utilise jamais une métrique ou un ratio ou une mesure à elle seule. On veut toujours l'utiliser en relation avec d'autres métriques et avec d'autres ratios et avec d'autres mesures. Très important en investissement immobilier. Ensuite, je vous donne un exemple ici de cash flow et bien sûr, dans ce cas-ci, de cash flow positif. Alors, prenons l'exemple d'un immeuble de 6 logements qui, chacun des 6 logements a un loyer ou un revenu de loyer finalement de 1 000 $ par mois. Donc, on va prendre nos 6 logements, on va multiplier ça par 1 000 $ par mois fois 12 mois. On arrive finalement à un revenu de 72 000 $ par année. Ensuite, on va prendre toutes nos dépenses ici,
taxes municipales et scolaires, les assurances, les frais d'énergie, que ce soit hydro, gaz naturel, mazout également. On va également prendre la gestion administrative, la conciergerie, l'entretien et rénovation. Et étant donné qu'on est dans du cash flow présentement et on n'est pas en train de faire une analyse finalement de financement, bien, on va parler davantage de dépenses d'opération, dépenses effectives et non pas nécessairement de dépenses normalisées. Parce que pour tous ceux qui ont déjà fait des cours au Collège MREX ou qui ont déjà lu certains de mes articles ou qui ont écouté certaines de nos vidéos, vous savez qu'il y a une différence entre le revenu net normalisé, donc les revenus de location, moins les dépenses normalisées et certaines dépenses réelles opérationnelles, et le revenu net effectif, qui est carrément les revenus moins les vraies dépenses d'opération de l'immeuble. Donc, dans ce cas ici, on parle surtout de dépenses réelles parce qu'on est dans de l'opérationnel. On veut savoir l'immeuble, carrément, nous génère combien d'argent par mois ou par année dans nos poches. De l'argent, bien sûr, qu'on va être heureux de peut-être payer de l'impôt dessus parce que c'est de l'argent dans nos poches. Quoique je ne sais pas si on va être heureux de payer de l'impôt dessus. Mais ultimement, c'est de l'argent cash, du cash flow, dans ce cas-ci positif. Alors, disons que toutes ces dépenses-là ensemble arrivent à 30 000 annuellement et au final, on a une hypothèque qui nous coûte 2 500 par mois. Fois 12 mois, on arrive à 30 000 également. Alors, si on prend nos revenus de 72 000 et qu'on les soustrait des dépenses de 30 000 et de l'hypothèque de 30 000, on arrive finalement à un cash flow positif de 12 000 par année. Alors, dans ce cas ici, on pourrait dire que l'immeuble est rentable. Maintenant, c'est important de comprendre qu'il y a certains facteurs qui font en sorte qu'un immeuble peut être rentable, mais qu'il n'est pas vraiment rentable. Et c'est là l'interaction entre le cash on cash et le cash flow. Parce que techniquement, tous les immeubles doivent être rentables pour être financés. Parce qu'il y a un concept qu'on appelle le ratio de couverture de dette, connu comme étant le RCD. Donc, le ratio de couverture de dette, ce qu'il dit, c'est qu'il doit être positif. La banque veut qu'il y ait un ratio de couverture de dette positif. C'est-à-dire que la banque veut que les revenus moins les dépenses soient supérieurs au service de la dette. Donc, ultimement, si les revenus moins les dépenses sont supérieurs au service de la dette, on a un cash flow qui est positif. Ça, c'est clair. Alors, c'est important de comprendre que la manière que le financement existe dans le domaine multilogement, le financement agit en sorte, et les banques agissent en sorte comme des arbitres. Ils s'assurent de mettre des règles en place, des règles du jeu, qui font en sorte que le marché est en quelque sorte réglementé. C'est une bonne chose. C'est ce qui fait en sorte d'ailleurs que l'actif de l'immobilier multilogement est aussi stable et est un investissement qui est moins risqué que certains autres types d'investissements au type d'actifs. Alors, ultimement, le ratio de couverture de dette dicte c'est quoi la rentabilité minimale qu'on doit avoir. Et généralement, on va parler de 1,10 à 1,30 %. Donc, pas en pourcentage, en fait, ce serait 130 % et 110 %. Donc, 1,10 à 1,30 de ratio de couverture de dette, ce que ça nous indique, c'est que la banque va vous octroyer un prêt basé sur votre cash flow, sur le cash flow que l'immeuble peut générer potentiellement. Et ce prêt-là est basé sur le fait qu'il ne faut pas que le paiement hypothécaire fasse en sorte que votre ratio de couverture de dette est plus petite que 1,10 à 1,30. Fait qu'ultimement, les revenus moins les dépenses doivent être au moins 10 à 30 % plus élevés que ce qui vous coûte l'hypothèque. Alors, ça assure automatiquement que le marché de multilogement est rentable. Donc, de dire qu'un immeuble n'est pas rentable si on se fie juste au cash flow, c'est pas toujours vrai et ça peut être dangereux lorsqu'on parle de ça. Maintenant, c'est pour ça qu'on parle de cash flow et de cash on cash. Parce que quand on parle d'un immeuble étant rentable, ultimement, on ne peut pas juste regarder le cash flow parce que, comme vous voyez,
ça ne donne pas tout le portrait finalement. Alors, on va généralement essayer d'utiliser le cash flow avec le cash on cash ensemble, étant donné en plus que le cash on cash est dérivé du cash flow, donc ce n'est pas un calcul mathématique super compliqué. Vous prenez votre cash flow, vous le divisez par la mise de fonds, tel que je vous ai montré dans le dernier épisode, et là, vous êtes capable de voir justement, est-ce que finalement c'est un immeuble rentable? Parce qu'on pourrait avoir deux immeubles qui génèrent 12 000 $ de cash flow, mais s'il y en a un qui a pris 100 000 $ de mise de fonds initiale, on a un cash on cash de 12 %. Si l'autre a pris 1 million de mise de fonds, bien, on a 1,2 % de cash on cash. On a le même cash flow, la même rentabilité annuelle, mais en réalité, l'immeuble qui a demandé 1 million de dollars de mise de fonds est moins rentable que lui qui a demandé 100 000 de mise de fonds. Maintenant, dans les prochains épisodes, on pourra aller plus loin justement dans cette analyse-là pour aller voir pourquoi qu'un investisseur prendrait un immeuble qui est moins rentable globalement d'un point de vue annuel. Et d'ailleurs, ça va nous permettre d'entrer encore plus dans la discussion de la rentabilité financière ou ce que j'appelle la rentabilité du projet immobilier plutôt que la rentabilité annuelle. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et comme d'habitude, je vous invite à partager cet épisode, vous abonner à nos différents canaux, que ce soit la chaîne YouTube ou la page Facebook, LinkedIn ou Instagram. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode de l'Immobilier déchiffré.